Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par donner une information au sujet donc des travaux dirigés, parce que on a appris là, on a eu le troisième ou quatrième arrêt de travail de la professeure qui devait se charger des travaux dirigés. Évidemment, tous les 15 jours, on pensait que peut-être elle allait revenir. Là, on est à peu près certain, de toute façon c'est beaucoup trop tard, qu'elle ne reviendra pas du tout. Donc vous n'aurez pas de TD sur ce cours. Le TD était prévu normalement pour être sur le même programme que le cours magistral, mais simplement avec des exercices d'application, un approfondissement d'un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment dommage pour votre formation, parce qu'elle sera un petit peu moins complète que ce qui était prévu, mais en termes, si vous voulez, d'examen, etc., ça ne change pas grand-chose. Simplement, au lieu d'être évalué à l'examen sur CM et TD, vous serez évalué uniquement sur le cours magistral. Les questions cours magistral compteront donc pour 20 points au lieu de 10. C'est la solution, la meilleure solution qui existe de toute façon pour résoudre ce problème. Alors, il y a quand même le problème des étudiantes Erasmus, et qui, pour toutes sortes de raisons, ne doivent être évalués que en TD, ou bien qui partent à la fin du premier semestre, à la fin décembre. Donc, pour résoudre ce problème-là, mais ça doit être voté au Conseil du FR, mais je vous le propose, mais ça va être voté, bien sûr, je ne pense pas que quiconque s'y oppose, mais enfin, je vous l'annonce quand même sous réserve d'une validation par le Conseil du FR. La dernière semaine de cours, de préférence pendant le créneau qui était prévu pour le TD, pour que ce soit compatible avec le reste de l'emploi du temps, mais peut-être un autre créneau, on verra. Il y aura donc une séance de 2 heures où vous passerez l'examen sur le même système que sur le contenu du cours magistral, mais simplement vous le passerez sur un autre sujet dans un créneau TD. D'accord ? Donc en fait, tout le monde sera évalué uniquement sur le contenu du cours magistral. Les uns, ceux qui ne doivent pas passer un examen en janvier, uniquement ceux-là, attention, uniquement les étudiantes et les étudiants qui ne doivent pas passer l'examen en janvier seront évalués en décembre, juste avant les vacances. Et puis, tous les autres seront évalués au moment de l'examen de janvier. Oui ? Non, parce que vous n'aurez pas de note de contrôle continu puisqu'il n'y a pas de TD, malheureusement. Mais en revanche, le partiel donne la possibilité d'un rattrapage pour le vrai partiel en janvier. Mais en revanche, pour l'examen qui est passé pendant les travaux dirigés, là, il n'y a pas de possibilité de rattrapage. C'est un peu l'inconvénient du dispositif. Oui ? Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Vous êtes dans quelle situation ? Donc, vous passez l'examen comme tout le monde. Oui, vous passez l'examen en janvier sur le cours magistral. Voilà, tout simplement. Ça va ? Pas d'autres questions ? Oui ? Pardon ? Ça, je peux pas vous dire. Non, ni la date de l'examen en janvier, ni la date de décembre. Mais on va essayer de la fixer dès que possible. Ce serait, a priori, la dernière semaine avant les vacances. Comme la dernière semaine avant les vacances, en principe, ce sont des séances de révision, etc., il y a un peu plus de place, normalement, dans les salles. Donc on devrait pouvoir trouver une salle, disons, où tout le monde tiendra. Mais ça concerne l'examen, d'après les comptes qu'on a fait à l'UFR, une trentaine de personnes à peu près vont passer l'examen en décembre et tous les autres passeront en janvier. Donc il faut qu'on ait une salle suffisamment grande quand même pour un examen de 30 personnes. Je ne sais pas si les salles prévues... quels sont les créneaux actuels des TD ? Et quel jour ? Le 18h30, 20h, ça c'est un groupe, il y a un deuxième groupe. D'accord, entre 17h et 20h, il y a les deux groupes. Le mercredi. Ouais, c'est pas sûr qu'on puisse garder ce créneau, mais enfin on verra. Je vous le dis dès que possible.
Alors, une autre information. Non, c'est pas pour tout de suite, je crois. Non, ce sera en novembre, donc je vous le dirai plus tard. Très bien. Alors, écoutez, on va essayer de procéder comme cela. Vous aurez le PowerPoint après coup. Et je rappelle donc rapidement que nous avions travaillé sur la question de l'hétérogénéité du sens linguistique, hein, en travaillant sur les différents niveaux, hein, vous vous souvenez, je ne vais pas répéter à nouveau phrases, textes, etc. Et puis j'avais commencé donc une partie sur l'image de la sémantique dans les manuels universitaires, parce que au fond, la conclusion de la première partie de réflexion sur le sens était de dire que bon, il y a une telle hétérogénéité du sens que, au fond, dire qu'il y a la sémantique, c'est un peu une supercherie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sémantique, mais il y a bien quand même, d'une manière générale, une question du sens, et puis une autre, si vous voulez, on peut l'aborder, cette question, du point de vue critique, comme je l'ai fait avec vous, mais on peut aussi on peut aussi l'aborder sous un versant, disons, plus descriptif, en disant, mais qu'est-ce que les spécialistes du sujet, ou les professeurs, mettent sous le nom de sémantique? D'où l'idée de travailler sur les manuels de sémantique et d'observer un petit peu ce qui se fait. Alors, préalablement, on avait parlé de Bréal, hein, et parce que c'est l'inventeur du nom sémantique, mais j'avais bien dit que, en fait, cette sémantique telle qu'il la concevait, enfin je l'avais dit en reprenant une citation d'Irène Tamba qui a écrit un que sais-je sur la sémantique, qui n'a pas été refait, je pense que c'est toujours le même que sais-je sur la sémantique qui existe, une citation d'Irène Tamba donc qui indiquait très clairement et à juste titre que la sémantique au sens où la concevait Bréal n'est pas du tout la sémantique au sens actuel, contemporain du terme. Hein. Donc c'est bien l'inventeur du mot sémantique, mais pas tout à fait de ce qu'on met dedans. Alors, pour les manuels français, je vous avais montré d'abord très rapidement deux manuels un peu originaux, le manuel de Nicaise qui avait cette particularité d'introduire la notion de symbolisme phonétique dans la description, enfin tout au moins la question de la motivation du signe. Je vous avais montré aussi rapidement un livre de Ducard et Biglari intitulé La sémantique au pluriel qui, proposait un panorama de nombreuses approches en linguistique. Alors, il y avait, je ne me souviens plus exactement, enfin j'ai la diapositive sous les yeux là, mais au moins une vingtaine d'écoles, enfin pas d'écoles, mais tout au moins de points de vue différents sur la sémantique, hein, très très différents les uns des autres, qui à nouveau donne cette impression d'émiettement, hein, du domaine. Très difficile du coup de saisir l'unité de la sémantique. Alors cette unité se percevait un peu mieux à la comparaison des deux manuels qui restent les manuels pour étudiants de licence, disons, les plus accessibles, hein, et les plus diffusés sans doute, le manuel de Touratier et le manuel de Bellon et Fabre. Donc qui tous les deux étaient quand même assez proches malgré des petites différences ponctuelles, mais à l'aide d'un petit schéma avec des flèches que je vous redonnerai là dans le PowerPoint, on voyait qu'on retrouvait dans les deux manuels des choses tout à fait similaires, c'est-à-dire d'abord un ou deux chapitres initiaux sur les notions fondamentales, qu'est-ce que le sens, etc. Mais bon, expédiés en quelques pages, hein, très rapidement, juste pour poser le problème, éventuellement la différence entre sens référentiel, énonciatif, entre sens et signification, hein, question sur laquelle je reviendrai plus tard. Et puis ensuite, on avait d'un côté une approche, du côté du manuel de Touratier, une approche au départ qui était plutôt structurale, hein, avec la notion de SEM, de SEMM, etc. Et puis on a vu du côté de Bellon et Mignot, c'était plutôt, j'ai dit Bellon-Fabre, c'est Bellon et Mignot, plutôt une approche
disons, cognitive, disons à tendance cognitive, avec des développements sur la sémantique du prototype notamment, et une conclusion très explicite sur la perspective cognitive. Mais en dehors de cette distinction, on retrouvait dans les deux manuels des problématiques similaires sur les relations de sens, homonymie, polysémie, synonymie, etc. Toutes ces questions-là, la question éventuellement des dictionnaires et du sens à différents niveaux, le sens du groupe nominal, du groupe verbal, etc. Alors, j'avais mentionné également le manuel de Corbelin, intitulé Cours de sémantique, point, introduction, qui en fait apparaissait comme un manuel d'un type totalement différent, puisque là, on ne retrouvait pas du tout la structure des manuels, des deux manuels précédents, parce que tout simplement, c'est un manuel de sémantique, d'introduction à la sémantique formelle. Alors, donc, je vous rappelle rapidement quelques éléments de la table des matières. C'était phrase et proposition, calcul et analyse en proposition, donc la notion de calcul qui est totalement absente des autres manuels, analyse propositionnelle et implicature, prédicat et quantificateur, logique des prédicats, calcul et analyse, etc., etc. Bon, donc on voit bien que là il y a une perspective complètement différente. Une perspective différente, qui est caractéristique donc, de ce qu'on appelle la sémantique formelle, et qui rejoint ce qu'on avait vu précédemment sur l'approche frégéenne de la signification, puisque j'avais redonné ces citations indiquant la signification ce ne sont pas les mots, la signification ce sont des choses, ou plus exactement un rapport régulier aux choses. Connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vrai. Donc toutes ces notions qui viennent donc de Frege et qui sont des façons d'essayer de résoudre le problème de la signification d'une manière, disons, plus objective. C'est ça quand même le but. Alors j'avais signalé en plus donc du manuel de Corbelin, un manuel très bien fait, je trouve, et qui est vraiment dans la même perspective, mais qui n'existe qu'en format électronique. Enfin, on peut le commander, je crois, sur Amazon en papier, mais bon, il existe gratuitement en PDF. C'est le manuel de sémantique formelle de Laurent Roussary. Alors, je vous ai mis le lien, vous le retrouverez sur le site du cours, sur le PowerPoint. Cet ouvrage-là est bien intitulé Sémantique formelle, et pas sémantique tout court. Parce que, vous voyez, le problème, quand même, je vous l'avais signalé, du livre de Corbelin, c'est qu'il intitule son livre Cours de sémantique introduction, alors qu'il fait que de la sémantique formelle. Donc, c'est un peu trompeur, je trouve, quand même, d'intituler son ouvrage Cours de sémantique, comme si c'était la seule approche qui existe en sémantique. Bon, alors peut-être que c'est ce qu'il pense, lui, que c'est la seule approche valable en sémantique, et que c'est pour cette raison que, comme ça, d'une manière avec beaucoup d'ingénuité apparente, voilà, je fais un livre de sémantique. Bon, alors, j'avais prévu de reprendre un peu, parce que comme j'ai été très rapide la dernière fois, de reprendre un peu cette notion de sémantique formelle. Je ne vais pas beaucoup en parler parce qu'évidemment ce serait un cours en soi séparément, mais je voudrais juste, pour vous faire sentir un petit peu le point de vue, vous donner une citation. C'est dommage que je ne puisse pas l'afficher, mais je vais vous la lire et je vais essayer de vous la faire comprendre comme ça oralement. Mais une citation de Roussary, donc, que je trouve très parlante sur la perspective spécifique de la sémantique formelle à partir de la notion de conséquence logique. Parce qu'en fait, l'idée, si vous voulez, de la sémantique formelle, qui veut faire des calculs, donc qui veut essayer de trouver, de développer une approche aussi objective que possible du sens, pour évidemment sortir de tout l'aspect forcément subjectif. Moi, je vous ai parlé, par exemple, de poèmes, de textes poétiques. Bon, évidemment, on est là dans une ouverture possible à des interprétations subjectives, à de l'herméneutique, etc. On peut essayer d'exiger de la sémantique des choses très calculables
est aussi objectif que possible. Bon. Alors, un des moyens, c'est d'utiliser donc la notion de conséquence logique pour extraire d'une manière un peu objective le sens des phrases. C'est-à-dire qu'on va non pas étudier le sens d'une phrase, disons, pour lui-même, dans une première étape, on va essayer de voir quelle est la relation de conséquence entre deux phrases, deux propositions, avec cette idée que la conséquence logique d'une proposition va nous donner des informations sur la proposition, des informations de sens sur la proposition. Alors, d'abord, il faut être au clair sur ce que c'est qu'une conséquence logique. Bon, donc une définition, enfin c'est celle que donne Roussari, mais elle n'a absolument rien d'original. Une phrase B est une conséquence logique d'une phrase A, si et seulement si, à chaque fois que A est vrai, alors B est vrai aussi. D'accord ? Donc la conséquence logique, c'est vous avez une phrase A, si chaque fois qu'elle est vraie, la phrase B est vraie aussi, donc il faut partir de A, hein. Chaque fois que A est vrai, B est vrai, ça veut dire que B est une conséquence logique de A. Alors, voici plusieurs exemples. On part de la phrase A, l'objet qui est dans la boîte est une bague en or. Voici une première proposition. L'objet qui est dans la boîte est une bague en or. Ces exemples, hein, ce sont les exemples donnés par Roussari. J'en tire comme conséquence logique, voilà, une proposition qui est une conséquence logique de cette première proposition. L'objet qui est dans la boîte est en or. D'accord ? Bon, ça paraît évident comme ça, mais bon. L'objet qui est dans la boîte est une bague en or. J'en déduis que l'objet qui est dans la boîte est en or. Voilà. Je peux en déduire aussi que l'objet qui est dans la boîte est une bague. Hein, c'est une conséquence logique. Deuxième exemple, Kim a embrassé Élise avec fougue. Première conséquence logique, Kim a embrassé Élise. Deuxième conséquence, Élise a été embrassée. Troisième, attendez, il y en a d'autres. Troisième conséquence, quelqu'un a embrassé Élise. Dernière conséquence, Kim a fait quelque chose éventuellement à Élise. Donc tout cela, ce sont des conséquences logiques, des choses qui... Bon, si je dis que Kim a embrassé Élise avec fougue est vrai, ça signifie forcément que Élise a été embrassée, ça signifie forcément que quelqu'un a embrassé Élise, etc., etc. Autre exemple, peut-être un peu moins trivial, disons, Bob est marié, conséquence, Bob n'est pas célibataire. Conséquence logique. Hein. Évidemment que si Bob est marié est vrai, ben, il est vrai que Bob n'est pas célibataire. Enfin, dernier exemple, là aussi, une conséquence logique, mais peut-être un peu moins évidente que les précédentes. 12 étudiants ont eu la mention très bien. Conséquence logique, 3 étudiants ont eu la mention très bien. Parce que forcément, si 12 l'ont eu, il y en a bien au moins 3 qui l'ont eu. D'accord ? Bon, alors, voici maintenant, c'est très simple cette notion de conséquence logique, mais elle a quand même un statut formel, enfin très précis. Hein. Après, on peut faire des calculs. Bref, donc voici ce que dit Roussari à ce propos. Hein. Je vous lis la citation. Maintenant, que peut nous apprendre une conséquence logique sur le sens des phrases qu'elle relie ? Parce que là, du coup, on va appréhender le sens par des relations entre des phrases. Et là, en l'occurrence, une relation de conséquence logique. Nous sommes en train de faire l'hypothèse que c'est le sens des phrases qui est responsable de leur relation de conséquence. D'ailleurs, nous nous en apercevons, au moins informellement, par le fait que nous pouvons dire, lorsque A entraîne B, que A signifie entre autres B. Par exemple, quand je dis que Bob est marié, conséquence logique, Bob n'est pas célibataire, je peux dire que Bob est marié signifie entre autres que Bob n'est pas célibataire. Bon, donc, on voit bien qu'il y a cette idée que il y a une partie de la signification de A qui est exprimée dans la conséquence logique B. Hein. Sachant que, évidemment, A ne signifie pas que cela, hein, ça n'est qu'une conséquence logique. Ou encore, donc, que ce qui est dit dans B est déjà dit dans A. Hein. Ça, c'était évident avec l'exemple de la bague en or dans la boîte. Hein.
si je tire de la phrase, c'était quoi déjà? C'était l'objet qui est dans la boîte est une bague en or. Si je tire de cela la conséquence logique, il y a dans la boîte un objet en or, bon, eh bien, en effet, ce qui est dit dans B apparaît comme étant déjà dit dans A. Et ce qui est dit dans une phrase, donc je poursuis la citation, ce qui est dit dans une phrase, c'est son contenu, la pensée qu'elle véhicule conventionnellement, c'est-à-dire très probablement son sens. Nous pouvons alors conclure que si A entraîne B, c'est-à-dire si B est la conséquence logique de A, alors toute la série, tout le sens de B est inclus d'une manière ou d'une autre dans le sens de A. B peut donc se présenter comme un extrait du sens de A. Et donc, si nous parvenons à obtenir suffisamment de conséquences logiques pour une phrase donnée, cela peut, dans certains cas, nous permettre de décomposer le sens de cette phrase en unités plus petites et plus simples, et inversement, si le sens est responsable des conséquences logiques, alors une description sémantique adéquate d'une phrase doit être en mesure de rendre compte et de prédire toutes les conséquences logiques. Ah mais j'ai pas allumé le micro, c'est bien la peine que je me mette devant. Bon, la conséquence. Alors dernière citation. Hein, donc vous voyez là l'idée, c'est que la conséquence logique extrait des parties du sens de la phrase, et donc on va pouvoir, à l'aide d'un grand nombre de conséquences logiques, proposer une analyse, une décomposition du sens de la phrase. Autre dernière citation, la conséquence logique peut aussi parfois aider à établir que deux phrases n'ont pas le même sens. Supposons par exemple que A et B nous semblent assez proches sémantiquement, au point que nous serions prêts à les qualifier d'assez bonnes paraphrases, donc de phrases équivalentes, hein, comprenant le même sens. Assez bonnes paraphrases l'une de l'autre. Si cependant nous trouvons une phrase C qui est une conséquence de A mais pas de B, alors nous pouvons conclure que A et B n'ont pas exactement le même sens. Donc, vous voyez, je ne vais pas plus loin, parce qu'évidemment ensuite il y a la question de l'analyse des propositions, puisque là on parle de conséquences logiques de propositions. Donc il faut se donner les moyens, hein, un modèle pour analyser les propositions, et puis ensuite faire du calcul logique sur les propositions. Et ce calcul logique permet d'établir, de calculer des conséquences, et c'est cela qui va nous permettre de disposer d'une certaine appréhension du sens. Voilà, alors je passe maintenant, comme je l'avais annoncé, à la présentation de quelques handbooks de sémantique, donc des livres qui sont écrits en anglais, qui sont destinés, qui sont pas des essais ou des études d'un auteur sur un point particulier, mais qui sont des manuels, hein, mais simplement des manuels internationaux, disons, qui sont utilisés et qui peuvent avoir des tailles très très différentes. Alors, là aussi, vous le verrez mieux quand vous pourrez consulter le diaporama. Mais le premier exemple que je voulais vous donner, c'est un exemple, alors là, vraiment massif, hein, un ouvrage intitulé Semantics, An International Handbook of Natural Language Meaning. Alors, il y a 3 volumes, 2011, 2012, 2013, 3 volumes qui font 1000 pages chacun. D'accord? Donc là, vous avez un handbook de 3000 pages, hein, c'est quand même très très bien, très complet, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, c'est totalement incomparable avec les manuels existants par ailleurs. Hein. Donc, vous retrouverez le titre exact, encore une fois, sur le diaporama. Et je vous donne un aperçu du contenu. Alors, les 3 volumes ont des contenus très très spécifiques, mais alors. Bon, imaginez que vous fassiez l'année prochaine un travail en sémantique en master. Bon, ben, c'est quand même un livre qui peut être utile de consulter comme point de départ. C'est relativement récent, vous voyez, hein, parution 2011-2013. Ça reste quand même tout à fait d'actualité. Et c'est vraiment une somme de un panorama très très complet de la sémantique, qui va d'ailleurs de la philosophie à la psycholinguistique, à la psychologie cognitive, en passant par la linguistique, etc. Tout y passe. Alors, vous avez un premier volume qui contient un certain nombre de parties, d'abord sur
foundations, donc l'histoire, la base, les fondations, si on veut, de la sémantique, l'histoire de la sémantique, les méthodes, hein, ça c'est très utile, les méthodes dans la recherche en sémantique, et ensuite vous avez la sémantique lexicale, toute une partie sur l'ambiguïté et le vague en sémantique, ça c'est quelque chose, vous voyez, qui était totalement absent de nos manuels, hein, parce que bon, c'est peut-être quelque chose qu'on a plus découvert dans le champ de la philosophie du langage et de la sémantique formelle, le fait qu'il y a de l'ambiguïté dans les langues, mais qui ne vient pas d'une sorte de défaut où on pourrait être plus précis. Il y a, comme le disent certains philosophes, comme Peirce par exemple, il y a du vague, de l'imprécis dans la nature. Hein. C'est pas juste que nos descriptions sont imprécises. Donc il faut pouvoir rendre compte, si j'ose dire, d'une manière fidèle et précise de l'imprécis. C'est-à-dire rendre l'imprécis par de l'imprécis, mais que ce soit compris comme ça. Bref, ça a toutes sortes de problèmes. Ensuite, il y a un chapitre sur les approches cognitives, sur les théories de la phrase, théorie du discours en sémantique. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, dans le chapitre sur les fondations, il y a un chapitre écrit Meaning, Intentionality and Communication, écrit par Pierre Jacob, qui est vraiment, lui, un philosophe, hein, pas du tout linguiste. Il y a des chapitres sur Frege, etc. Bon, bref. Alors, ensuite, vous regarderez en détail dans le PowerPoint. Le deuxième volume, lui, est plus ciblé sur les différentes, disons, les différents zones donc sur lesquelles porte l'interrogation sur le sens. Donc, dans le deuxième volume, vous avez un chapitre sur la sémantique du groupe nominal, la sémantique du verbe, la sémantique des adjectifs et des adverbes, sur la négation, sur les types de phrases, etc. Donc, vous voyez là plutôt un chapitre qui s'intéresse à la sémantique des différents types de constituants. Hein. Et le troisième chapitre porte beaucoup plus sur les interfaces, hein, donc les relations. Donc vous avez troisième volume comporte 3 chapitres. Un sur les interfaces entre sémantique et phonologie-morphologie, un sur les interfaces syntaxe-sémantique et un sur les interfaces sémantique-pragmatique. Voilà, donc ah oui, non, j'oubliais, il y a encore toute une partie sur la typologie, sur la diachronie, sur l'apprentissage des langues et sur le rapport entre sémantique et informatique linguistique, hein, traitement automatique des langues, computer science, enfin informatique, sémantique et informatique. Donc voilà, un panorama quand même très très complet de la sémantique. Évidemment, on ne peut pas rivaliser, je veux dire, c'est le seul livre de sémantique que je connaisse qui ait ce volume. Hein. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de chercher un peu sur le dark web des livres qu'on trouve en PDF gratuitement, ceux-là, on le trouve, hein, les 3 volumes, on le trouve, je n'en dis pas plus. Alors, ensuite, un deuxième exemple que je voulais mentionner. Alors là, un livre d'un format beaucoup plus proche, bien que 2 fois plus gros quand même, que les manuels qu'on a vus tout à l'heure, hein, qui étaient donc des manuels qui faisaient genre 250-300 pages, il me semble, les manuels français. Hein, je me souviens plus exactement, mais de mémoire, c'est dans ces eaux-là. Là, c'est un manuel de 534 pages, donc un peu plus gros, mais qui reste comparable quand même au manuel français, et rédigé alors là par un auteur, vous voyez, c'est ça l'originalité, parce que évidemment ces gros livres collectifs de 3000 pages, là, évidemment, il y a, je ne sais pas combien, 200 contributeurs, hein, je veux dire, chacun a écrit un chapitre, donc il n'y a pas une unité dans le livre comme on peut avoir dans un livre écrit par un auteur. Donc là, Nick Rimmer, qui est en Australie, mais qui est aussi, qui connaît bien la France, qui a été rattaché au laboratoire d'histoire des théories linguistiques à Paris Diderot, donc tout en étant à Sydney, mais bon, il connaît bien la situation française, mais ça n'a aucun rapport, sauf pour un point de détail que je vais vous indiquer à la fin. Il a donc publié ce livre, là c'est chez Routledge,
donc c'est The Routledge Handbook of Semantics. Donc vous savez, il y a toujours dit Oxford Handbook, Cambridge Handbook, etc. Alors je ne les ai pas tous vérifiés, hein, mais là j'ai pris celui-ci qui est intéressant pour diverses raisons. Alors là on retrouve quand même beaucoup plus des choses proches de ce qu'on a vu dans les manuels français, hein, avec bon bah bien sûr une partie générale, une partie un petit peu historique, hein, bah, bien sûr parce que lui c'est un spécialiste d'histoire des idées linguistiques, donc il s'intéresse à cela. Il y a un chapitre sur les différentes, une partie sur les différentes approches, hein, la sémantique formelle, la sémantique cognitive, la sémantique de corpus. Ensuite des choses sur sens et conceptualisation, où il parle des catégories des prototypes, comme dans le livre de Bellon et Mignot, où il est question de embodiment, simulation and meaning, donc la question du sens incarné, bon ça c'est un peu plus difficile à expliquer, je passe, sur langage et pensée. Ensuite une partie sur le sens et le contexte, donc pour introduire toute la relation entre sémantique et pragmatique. Et puis après vous avez la sémantique lexicale, hein, où vous allez retrouver effectivement les relations de sens, homonymie, polysémie, etc. La sémantique, une partie qu'il appelle sémantique de phénomènes spécifiques, où là on retrouve la sémantique du groupe nominal, la sémantique du verbe, etc., etc. Et puis enfin des extensions avec le rôle de l'acquisition du langage en sémantique, les expressifs. Et puis il y a un chapitre sur la sémantique interprétative de Rastier, hein, dont je vous parlais, j'avais donné une citation de Rastier la dernière fois. Bon, bah voilà, c'est très original qu'il y ait un chapitre dans un handbook international comme ça en anglais sur Rastier, parce que bon, il écrit beaucoup en français, Rastier, donc il n'est pas du tout lu. À ma connaissance, pas tellement dans le monde anglo-saxon. Et là, il se trouve que, comme Nick Rimmer connaît bien la situation en France et connaît Rastier, il a pu intégrer un chapitre sur ce modèle et sur cette dimension, disons, textuelle, interprétative de la sémantique dans son livre. Alors, ensuite, je voulais vous présenter un livre intitulé Formal Semantics, donc là, sémantique formelle, là aussi, on trouve dans les handbooks des livres de sémantique formelle, dans lesquels vous retrouvez exactement le même genre de table des matières, hein, avec que dans le livre de Roussari ou dans le livre de Corbelin, hein, donc avec théorie de la référence et de la quantification, bref, toute la problématique donc du rapport entre logique et langage, et donc de l'appréhension logique des phénomènes sémantiques. Bon. Alors, pour conclure sur ces différents points, en fait, ce qu'on remarque quand même, c'est que quand on parcourt aussi bien les manuels français que les manuels étrangers, on n'a pas l'impression que soit vraiment prise en compte cette difficulté de l'incommensurabilité de la notion de sens d'un plan à l'autre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vu, c'est que quand on parle de sens d'un mot ou de sens d'une phrase, on ne parle pas de la même chose du tout. C'est-à-dire que le mot sens change de sens d'une certaine façon. On ne décrit pas les mêmes phénomènes. Pourquoi ? Parce que quand on comprend, on ne met pas en œuvre, enfin plutôt quand on ne comprend pas, pour accéder à la compréhension, on ne met pas en œuvre les mêmes dispositifs cognitifs. Donc cette distinction-là, elle n'est pas tellement vue, hein, dans les assez, disons, occultée, hein, à la faveur d'une part de pratiques académiques qui en fait distinguent les plans d'analyse qui ne sont pas tellement confrontés entre eux. On retrouve quand même un certain nombre de distinctions, notamment entre sémantique et pragmatique. Ça, c'est une distinction très stable, hein, bien que, enfin très stable. C'est pas qu'elle est stable, c'est que elle est toujours faite, cette distinction entre sémantique et pragmatique dans tous les manuels. Donc il faudra qu'on en parle à un moment donné, bien sûr. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est claire, hein, cette frontière entre sémantique et pragmatique. On a aussi une frontière qui est parfois assez visible entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux. Hein. On remarque quand même que, à part dans les ouvrages de sémantique formelle, c'est plutôt le niveau du mot qui est privilégié. Hein.
C'est-à-dire quand on s'intéresse aux grandes relations de sens, homonymie, polysémie, synonymie, etc., c'est au niveau du mot qu'on se situe. On compare des mots, les sens des mots. Mais la question de ces questions de relations de sens concernent beaucoup moins directement les phrases. Voilà. Alors, on pourrait, mais je vais peut-être garder ça pour la prochaine fois, mais je vais quand même l'annoncer, je reprendrai. Disons qu'on pourrait distinguer 3 grands plans d'analyse du sens, et là aussi je vais utiliser un article de Rastier que je mettrai, dont je vous donnerai le lien. 3 plans d'analyse du sens qui en fait, disons, capturent chacun un aspect particulier de la signification. Bon. D'abord, il y a le premier plan d'analyse, c'est celui de la sémantique logique. Donc là, dans la sémantique logique, comme je l'ai rappelé encore tout à l'heure, ce qu'on va appréhender, c'est le rapport entre langage et réalité. Donc, puisque la signification, c'est... Vous voyez, la citation que je donnais tout à l'heure de Corbelin, les mots, la signification ne sont pas des mots, c'est des choses dans le monde. C'est comment le monde doit être pour que la phrase soit vraie. Donc, c'est une ontologie, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on développe, d'une certaine façon, ce que ça implique, c'est de disposer d'une ontologie pour décrire le monde. Donc, indépendamment du langage. Donc là, il y a quand même cette idée qu'il y a une description possible du monde d'une manière totalement indépendante des langues. Bon. Et puis, donc, on étudie plutôt le rapport entre langage et réalité. Seconde perspective, second plan d'analyse possible, la sémantique cognitive. C'est-à-dire que là, on va étudier non seulement, bien sûr qu'on va s'intéresser à la réalité, mais plutôt via ce qui se passe du point de vue cognitif, bien sûr. Donc on va plutôt étudier le rapport entre langage, cognition, réalité. Langage, esprit, réalité, ou langage, cognition, réalité. Rappelez-vous la citation que j'avais donnée de Bellon et Mignot, le sens ne se réduit pas à un donné, même intériorisé dans le cerveau et stocké dans la mémoire, il n'existe que grâce à un processus psychologique qui est à chaque fois origine et résultat de l'activité langagière. Ce processus a lieu chaque fois que quelqu'un rédige un énoncé, mais aussi chaque fois qu'il l'interprète, c'est-à-dire qu'il lui attribue un sens. Donc, on a là, dans la perspective cognitive, une prise en considération. Donc on va prendre en considération, par exemple, la notion de compréhension du point de vue cognitif. Et puis enfin, vous avez une troisième perspective possible, qui est la sémantique qu'on peut appeler, disons, strictement linguistique. Par opposition donc à la sémantique logique, à la sémantique cognitive, une sémantique purement linguistique, disons, qui ne sort pas du langage, qui considère que les langues sont des systèmes de signes des systèmes de signes qui se définissent les uns par rapport aux autres, par opposition aux autres. Là, on est beaucoup plus proche, pour le dire en termes contemporains, d'une pensée de l'auto-organisation, de systèmes auto-organisés. On a une sphère qu'on appelle sémiotique ou sémiologique, c'est-à-dire un monde des signes, si vous voulez, un monde des signes, indépendant du monde de la réalité et du monde de l'esprit humain, de la cognition. Un monde des signes qui a sa logique à lui, propre. Et ça, c'est une autre perspective sur la sémantique. Alors, je reprendrai ça la semaine prochaine à partir, donc, comme je vous le disais, d'un article de Rastier qui lui distingue 4 types, mais bon, on verra qu'ils peuvent être réduits à 3. Il y a une question, oui ? Ben, parce que ça suppose, puisque la sémantique logique, elle se concentre sur la relation entre monde et langage. Est-ce que puisque le sens de la phrase, pour connaître le sens de la phrase, il faut savoir comment est le monde pour que la phrase soit vraie. Bon, donc ça suppose qu'on ait une description du monde. Ce que j'appelle là une ontologie, dans un sens, oui, c'est vrai que ça mérite justification, dans un sens très particulier, c'est une description du monde indépendante du langage,
qui se donne comme indépendante du langage. Je décris le monde, je dispose donc de ce que j'appelle ici une ontologie, une description du monde qui serait indépendante du langage, et ensuite j'ai mon monde qui existe, j'ai mon langage et j'étudie les correspondances. Hein? C'est pour ça, à partir du moment où vous dites que vous étudiez les correspondances entre les phrases et le monde, ça suppose que vous êtes capable de décrire le monde indépendamment des phrases. Hein? Voilà, très bien. Bon, bah écoutez, merci de votre attention et j'espère que le cours de la semaine prochaine se passera dans des conditions meilleures. À la semaine prochaine donc.